Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. À chaque épisode, vous découvrez l'histoire d'une figure ou d'une personne de la région, ou bien d'une association ou d'un organisme. J'avais hâte de vous présenter cette association, dont mes enfants ont pu bénéficier. Il s'agit de Flamme, les fameux cours de français destinés aux enfants dans le système suisse. Pour en parler, j'accueille sa présidente, Sylvie Boutard-Conoscenti, et une enseignante, Mathilde Bauche. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Jenny. Merci d'avoir accepté mon invitation à parler de votre belle association dans le podcast. Je l'ai déjà mentionné un petit peu avec Salomé dans l'épisode 2, mais on va en apprendre plus. Donc d'abord, j'aimerais qu'on présente l'association, son histoire, à qui ça s'adresse, le fonctionnement, les valeurs aussi de vos cours. Donc Sylvie, si tu veux commencer. Tout d'abord Jenny, je te remercie infiniment pour cette invitation. Je dois dire que je suis depuis plus de 20, on va dire presque 30 ans dans le milieu associatif et c'est la première fois que j'accepte une interview concernant les cours Flamme. Je suis plutôt une personne discrète. Merci de ta confiance. Oui, merci. Après, juste avant de parler de l'historique des cours Flamme, je suis aussi très contente de pouvoir en parler parce que cette association, c'est le fruit d'un groupe. C'est pas un projet ou une histoire qui est appropriée ou due à une personne qui peut-être souhaiterait qu'on lui mette une statue sur la place de Zurich. Je veux dire, c'est une initiative qui remonte d'une association à l'époque. On parle de 98, donc 98. C'était une association qui représentait les Français de l'étranger, qui s'appelait l'AFS. C'était la section suisse de la DFE. Dans cette association, il y avait différentes activités, des activités conviviales, notamment on fêtait aussi la fête de la musique à l'époque, c'est quand même quelque chose qui date à notre échelle. Dans cette association, il y avait plusieurs parents qui avaient des enfants qui allaient donc dans le cursus zurichois et ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui manquait par rapport à la langue française. Comment est-ce que des enfants qui sont, pas dans le pays d'origine des parents, que ça soit des personnes qui venaient de la France ou de la Suisse romande, comment est-ce que des enfants pouvaient, dans un milieu germanophone, continuer à promouvoir une langue dans le vocabulaire et puis pouvoir aussi le partager avec d'autres enfants qui étaient dans la même situation. Ce groupe de parents donc a décidé de se renseigner au niveau local. Qu'est-ce qu'on pouvait organiser comme cours de français tout en sachant que le français, ici en Suisse alémanique, est obligatoire à partir de la 5e primaire du système donc zurichois. Et là, j'ai fait partie de ce groupe d'investigation en 98, en 98. Il fallait trouver une faille. Il fallait vraiment trouver une faille au niveau cantonal en disant mais comment est-ce qu'on peut faire accepter ça quoi parce que c'est pas évident. C'est là où on a trouvé donc les cours de langue et de culture d'origine qui à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, ont été initialisés par les Italiens qui à l'origine avaient créé ces cours avec la perspective un jour de retourner en Italie en se disant bon voilà, si on retourne en Italie, il faut que nos enfants puissent au moins parler, comprendre l'italien. Ça, c'était tout au début. Mais bon, l'évolution de la société a fait que même la 2e, 3e génération, les enfants ne sont pas retournés en Italie, ils sont là. Les cours Flamme donc ont été créés en 99, suite donc à une réserve sénatoriale du ministère des Affaires étrangères. À l'époque, il y avait un tarif qui était différencié entre les enfants qui pouvaient justifier qu'ils étaient français et les Suisses romands. Et donc, grâce à cette réserve sénatoriale, on a pu développer ce projet parce qu'à la base, ce qui nous manquait, c'était un financement. D'accord ? Et donc, pendant 3 ans, on a pu bénéficier de cette subvention. Il fallait naturellement aussi, qui dit subvention, dit aussi rendre des comptes. Il fallait aussi rendre des comptes. Et puis, après, ça a été voté en ligne budgétaire et c'est là où est apparu le système de programme Flamme. Aujourd'hui, on parle de dispositif Flamme. C'est un dispositif qui, aujourd'hui, est présent dans 39 pays avec 168 associations. Alors, bien sûr, ce dispositif, il vise à soutenir des associations qui proposent à des enfants français de l'étranger, bien sûr, dans un contexte extrascolaire, des activités autour de la pratique du français en tant que langue maternelle. C'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, donc qui gère ce dispositif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'origine, donc les cours Flamme sont nés proprement en Suisse, même la dénomination
FLAM, qui veut dire français langue maternelle. Et une fois que ça a été voté en ligne budgétaire au niveau de la France, c'est devenu le programme FLAM. Aujourd'hui, on parle même du dispositif FLAM. Donc ça, c'est important de le savoir parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc c'est vraiment un produit. Donc la matrice voilà. est à Zurich. Voilà, la matrice est vraiment à Zurich. Exceptionnelle. Venait de Zurich, voilà. Et donc cette association qui représentait les Français de l'étranger avait aussi d'autres activités. Et en 1er janvier 2005, on a décidé de dissocier et de créer une association de droit suisse avec des statuts suisses. Et donc, depuis le 1er janvier 2005, j'en suis donc la présidente et en même temps la coordinatrice vis-à-vis de la direction de l'éducation. Parce que le dispositif des cours de langue et de culture d'origine à Zurich et bien sûr sous la coupelle de la direction de l'éducation du canton de Zurich. D'accord. Je suis contente de t'avoir posé la question de l'historique parce que justement, voir que ça a fondé tous les autres flammes, c'est très éclairant. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que au début, les cours flammes ont commencé avec 57 enfants. Aujourd'hui, nous sommes à peu près, on a commencé l'année avec presque 300 enfants. Et puis avec la crise sanitaire, on est redescendu, c'est normal parce que les parents, voilà, pour des raisons personnelles, ont préféré désinscrire leurs enfants. En effet, vous êtes très très bien organisés. On peut peut-être en parler. Il y a plusieurs lieux de cours, plusieurs horaires aussi pour s'adapter à toutes les familles selon l'endroit où elles habitent. Donc Mathilde, tu veux présenter les lieux de cours ? Alors, je sais qu'il y a plusieurs écoles en fait qui accueillent en fait le groupe Flamme plusieurs fois par semaine parce que moi j'enseigne à Winterthur et qui n'est pas dans Zurich et aussi en fait à Wollishofen, comme tu le sais où on s'est rencontrés. Je sais qu'il y a aussi en fait toute la semaine des cours qui se déroulent en fait dans tout Zurich. Alors, on est présent actuellement donc dans tout le canton de Zurich à 8 endroits et les cours ont lieu essentiellement après les cours scolaires, c'est-à-dire soit en fin de journée ou soit le mercredi après-midi. Bon, on évite le vendredi après-midi parce qu'on s'aperçoit quand même que les enfants qui suivent le cursus scolaire zurichois sont très très bien intégrés dans la vie de leur quartier et ils ont aussi énormément d'activités en dehors. Donc voilà, on fait du lundi au jeudi. Ah, c'est très bien. Et ça évite aussi la fatigue de fin de semaine et les enfants ont encore beaucoup d'énergie pour apprendre. Oui, tout à fait. Et on voit bien sûr la différence des enfants qui viennent le soir et ceux qui viennent le cours du mercredi après-midi. Alors, on est conscient que c'est un choix que les parents doivent faire parce que souvent le mercredi après-midi, c'est clair qu'il y a d'autres activités, notamment culturelles ou sportives, bien que bon, actuellement, c'est plus ou moins mis entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est un choix que les parents doivent faire. Et non seulement un choix aussi par rapport à l'emploi du temps ou les autres activités des enfants, mais aussi c'est un choix financier puisque ce sont des cours qui s'autofinancent chez Flamme. C'est-à-dire qu'au début, comme j'expliquais avant, on avait une aide. Et en 2004, on nous a coupé les aides, donc il fallait qu'on vive de nos propres moyens. Donc l'écolage que les parents payent par semaine, ça permet de payer les salaires des employés, les charges sociales, les locations éventuellement de salles, le matériel pédagogique. Et donc, on rappelle, on est une association à but non lucratif. Donc, c'est clair que notre but, c'est de couvrir nos frais. Et puis, si on a de l'argent un petit peu qui nous reste, eh bien, on l'investit volontiers pour la formation continue de nos enseignantes. Du matériel. Voilà, du matériel. Après, je dis enseignante parce que Flamme, c'est une affaire de femmes, essentiellement, puisqu'on parle de gains accessoires. Comme les cours, nous, ont lieu en fin de journée, on ne peut pas proposer un emploi à 50% à un enseignant ou une enseignante. Alors, ça, c'est pas possible. Sylvie, pour avoir parlé à des anciennes enseignantes à toi aussi, oui. Elles m'ont dit qu'en fait, ça leur a servi de tremplin, que tu leur as ouvert la porte de l'intégration, parce que c'était le premier job qu'elles ont pu avoir ici. Et que tu as, voilà, Mathilde, peut-être tu veux témoigner. Ah oui, vraiment, moi, c'est ce qui m'a permis de me sentir intégrée, en fait, dans la vie suisse. Parce que, justement, j'ai rencontré Sylvie. Au départ, j'avais rencontré Dominique Constantin, que tu as interviewé. Mais toutes les deux, pour moi, en fait, ce sont des personnes qui ont vu, en fait, le potentiel, en fait, des mamans actives et en même temps perdues dans ce nouveau monde qui allait être le leur. Mais elles se sont dit, OK, on va aider aussi ces mamans qui ont besoin de retrouver un lien et social et aussi un travail responsable. Et moi, ça m'a fait énormément
énormément de bien d'avoir été en confiance en fait tout de suite. Et je me suis tout de suite sentie intégrée. J'ai pas eu en fait de décalage. Au contraire, j'ai été contente et fière d'être française et en plus j'allais pouvoir l'exprimer avec des enfants. Donc ça vraiment, je vous remercie encore pour ça. C'était il y a pas très longtemps, mais c'est ce qui m'a donné le petit boost en fait. Et je pense que c'est très très important quand on arrive dans un nouveau pays de se sentir entouré. Et il y a peu d'associations comme Flamme qui s'occupent des mamans entre guillemets. Et je pense que c'est vraiment important de le souligner. Ouais, c'est aussi une des réalisations. Donc bien sûr, vous occupez des enfants en priorité. Et j'ai parlé de la question des lieux aussi, de savoir. Donc on a dit c'est un peu partout dans le canton de Zurich et dans la ville de Zurich. Mais ce qui m'intéresse, c'est de montrer que dans vos lieux, vous créez des ponts entre la vie suisse et la vie française. On se trouve pas dans une bulle française quand on vient dans Flamme. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer les partenariats que vous avez avec les écoles suisses? Alors, j'adore ce mot partenariat, bien que j'ai l'impression que souvent il est à sens unique. Alors que j'explique dans cette structure donc des cours LCO, donc des cours de langue et de culture d'origine, c'est vrai que de faire partie de ce dispositif permet d'avoir accès à une structure scolaire, puisque nous ne sommes pas, entre guillemets, une école, nous n'avons pas un bâtiment. Nous donnons des cours de français dans des écoles. Et Mathilde a dit justement au début, nous sommes invités dans les écoles. Invités dans les écoles, ça veut dire que dans la complexité, c'est que même si on enseigne depuis 10 ans dans un même lieu, dans une même école, chaque année, on doit redemander une autorisation d'enseigner dans cette école. Chaque année, on n'est pas sûr d'avoir cette autorisation. Souvent, on n'a pas les mêmes salles. Donc, ça veut dire que ça demande énormément de flexibilité. Et moi, je reviens de nouveau sur ce qu'a dit Mathilde, qui disait qu'elle trouvait sensationnel que Flamme puisse donner la possibilité aux enseignantes, enfin mères et enseignantes, parce que souvent, ce sont quand même des personnes qui ont obligatoirement un bagage pédagogique, que ce soit dans des groupes de jeux ou que ce soit des formations purement d'enseignantes. Mais ce sont avant tout grâce à elles, grâce à ces enseignantes, que les enfants ont envie de revenir. Et c'est aussi grâce à elles que les cours peuvent continuer à exister. Parce que c'est clair, pour que les cours puissent exister, il y a 3 conditions. Il faut avoir une salle, il faut avoir assez d'enfants, il faut avoir une enseignante. Si une des 3 conditions n'est pas remplie, on peut rien faire. Et avant tout, comme ce sont des activités extrascolaires, ce qui est déterminant, c'est la motivation de l'enfant. Et l'enfant, il vient parce que, voilà, en général, l'enseignante le motive. Et ça, c'est très important. Et donc, moi, je remercie vraiment chaleureusement toutes les enseignantes qui sont passées, qui sont encore chez Flamme. En général, je dois dire que ce sont des enseignantes comme par exemple Dominique ou par exemple Brigitte de Mathéis, qui est aussi une enseignante qui est là depuis, je dirais presque depuis le début. Et Flamme a fêté l'année dernière ses 20 ans, enfin fêté, non, on n'a pas pu fêter physiquement à cause du coronavirus, mais on a plus de 20 ans d'existence. Pour nous, ça, c'est de savoir qu'il y a cette fidélisation qui se fait au niveau de l'équipe pédagogique et aussi au niveau des parents, puisque bon, la fidélisation au niveau des parents, c'est clair qu'on a un joli site. D'ailleurs, qui nous aide à mettre à jour, mais avant tout, c'est le bouche à oreille. Les parents sont convaincus de ce qu'on fait. C'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à la qualité de notre enseignement. C'est pour ça aussi que, voilà, on est obligé, entre guillemets, de devoir faire payer ces cours. Si on pouvait les donner gratuitement avec une aide presque alors, si quelqu'un nous écoute et veut sponsoriser voilà. Bon, d'ailleurs, on n'aurait peut-être même pas assez de place, je veux dire, parce que c'est vrai que voilà, c'est un choix que les parents doivent faire. Souvent, c'est une activité sportive, culturelle par rapport au cours Flamme. Ça, on en est conscient. Mais de plus en plus, les parents ont conscience aussi qu'on a besoin du multilinguisme pour grandir. Et j'imagine que vous n'avez même pas que des parents francophones, ou en tout cas pas que des familles françaises. Peut-être qu'un seul parent. Mathilde, est-ce que dans tes cours, dans tes classes, tu as des enfants qui n'ont qu'un parent qui parle français ou le français est minoritaire? C'est exactement ça. La plupart du temps, il y a un des 2 parents qui parle le français à la maison, mais il m'est arrivé de rencontrer des enfants
où on ressent que la personne qui parle français à la maison est moins présente ou en tout cas s'implique moins à ce niveau-là, et les enfants vont répondre en anglais beaucoup plus rapidement que le français. Et moi, je suis là pour remettre justement le français au goût du jour et puis essayer de trouver en fait la gymnastique pour que le vocabulaire français revienne beaucoup plus vite que le vocabulaire qu'il a l'habitude d'entendre. Ouais. Mais c'est dans cette situation de mise dans le bain qu'un enfant va apprendre le plus vite possible. Hein. Exactement. Et puis aussi le fait qu'ils soient tous ensemble. C'est-à-dire, je pense que si à ces enfants-là en particulier, si je leur donnais un cours particulier, ça marcherait pas du tout de la même façon. Là, ils sont entraînés par le groupe, par l'effervescence de ce petit monde en fait francophone, et ça leur donne envie finalement de découvrir d'autres choses des autres élèves, mais aussi du français. Donc c'est vraiment un plus d'être en groupe en fait chez Flamme. Est-ce que tu dirais que 7h30, c'est un petit bout d'école française ? C'est un petit bout d'école française, mais moi qui étais dans le système français, je trouve qu'il n'y a pas cette... En fait, je leur donne envie de venir, et ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aiment le français et pas qu'ils se sentent obligés de venir. Il faut que Flamme, ça soit une récompense, et c'est ce qui se passe aussi à la fin en fait du cursus. Ils ont aussi une attestation qui leur permet en fait de valider les cours Flamme. On le met dans le livret scolaire. Alors, je voudrais revenir justement sur le public que a Flamme, parce que souvent on nous dit mais voilà, il n'y a pas que des Français dans nos cours. Ce sont des cours de langue française qui s'ouvrent donc à tout public, que ce soit des Français, des Suisses romands, on a aussi des Congolais, on a aussi des Belges, on a aussi des Québécois. Je veux dire, c'est vraiment un public ouvert à la francophonie. Bravo. Voilà, ça c'est important de le dire. Et donc, ce qui est déterminant pour nous, pour qu'un enfant, souvent on nous dit, mais alors il faut vraiment qu'il parle français avec les deux parents. Ce qui est déterminant, l'enfant qui va venir dans nos cours, il faut qu'il comprenne le français. Ça, c'est important. Et qu'il ait une personne de référence en dehors des cours avec qui il va parler français. Alors que ça soit la maman, que ça soit le papa. Ça peut être une grand-mère qui s'occupe de l'enfant. Ça peut être une fille au père qui parle le français avec l'enfant. Ça, c'est déterminant. Que l'enfant d'abord comprenne le français. Après, souvent, on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui ne produisent pas. C'est-à-dire, ils comprennent, mais ils ne vont pas produire le français. Et le but de nos cours, c'est-à-dire, le fait qu'ils viennent dans nos cours, ils vont s'apercevoir qu'il y a d'autres enfants qui sont dans la même situation. Et après, petit à petit, ils vont avoir cette production orale qui va jaillir. Et c'est ce qui fait souvent l'émerveillement des parents, parce que les parents qui ont plusieurs enfants s'aperçoivent que par rapport à une autre langue, parce qu'on parle vraiment de plurilinguisme. Des fois, il n'y a pas que des couples francophones qui emmènent les enfants chez Flamme. Il y a des couples, des fois, ils ont deux langues à la maison. Plus, faut pas oublier l'allemand et le suisse-allemand dehors. Et donc, c'est pas évident de pouvoir faire en sorte que l'enfant puisse continuer à améliorer son français. Donc, c'est vraiment une promotion de cette langue. C'est de permettre aussi aux enfants d'avoir du plaisir, de voir qu'ils sont pas seulement eux-mêmes dans ce cas. Alors ça, voilà, c'est très important. Pour mes enfants, c'était important aussi donc d'être à l'école suisse et de voir une fois par semaine une fenêtre avec des enfants comme eux, qui parleront aussi le suisse-allemand. Oui. Mais entre eux, en tout cas, ils savent qu'ils peuvent parler français. C'est ce que je disais, ils avaient un espace de sécurité parce qu'ils se sentaient en confiance déjà avec l'instituteur, qui comprenait tout de suite ce qu'ils voulaient, le bagage culturel de la famille, des choses comme ça. Et avec les références, puisque donc c'est autour d'activités que vous évoluez, des fêtes, et puis voilà, toute autre activité, les saisons, en fonction de l'âge. La culture générale, il peut y avoir autant de cours théoriques où on va parler, par exemple pour les cours les plus petits, on va beaucoup insister sur les sons, sur les voyelles, et puis après ça va se préciser évidemment dans tout ce qui est grammaire, orthographe. Voilà. Alors justement, quelle classe vous faites ? Vous avez quelle tranche d'âge d'enfants ? Alors, chez Flamme, donc, nous avons essentiellement des enfants qui sont jardin d'enfants et en primaire, c'est-à-dire que jusqu'à peu près la 6e primaire. La reconnaissance, donc nous, on a une reconnaissance au niveau cantonal pour pouvoir donc enseigner le français. Et cette reconnaissance, comme l'a dit tout à l'heure Mathilde, donne le droit de reporter les notes qu'on attribuera aux enfants en primaire. Quand ils sont en 2e primaire du système scolaire zurichois, on aura le droit
reporter leurs notes de cours de SO de français dans le bulletin scolaire de l'école. Voilà. C'est un bon plan, ça. C'est un vrai plus, quoi. C'est un plus, une récompense pour ce travail extrascolaire. Je pense que ça, c'est très apprécié. Après, bon, c'est bien sûr que c'est joli, mais ça implique d'énormes conditions à remplir pour pouvoir être reconnue, même en tant qu'enseignante des cours LCO dans le canton de Zurich. Les critères d'embauche sont Alors justement, comment tu procèdes aux embauches? C'est très difficile parce que bon, non seulement la personne doit avoir une formation minimum, c'est une formation dans la pédagogie, comme je l'ai dit avant, soit un groupe de jeu, soit avoir enseigné avec des enfants ou même dans des écoles de langue. Ensuite, il faut qu'elle ait un niveau B1 en allemand avec un diplôme à l'appui. C'est-à-dire, voilà. Et pourquoi? Parce que elle devra suivre une formation obligatoire. Ce sont des modules obligatoires pour comprendre le système scolaire dans le canton de Zurich. Et ça, ce sont à peu près 3 jours. C'est des modules de 2 jours. Il y en a 3 modules. Et elles doivent aussi aller visiter des classes suisses. Elles doivent aller visiter d'autres communautés, puisqu'il y a quand même 28 communautés donc, de cours LCO sur Zurich. C'est de plus en plus de communautés qui sont gérées soit par des ambassades ou soit, comme nous, par des associations à titre privé. Donc ça, ce sont des conditions, c'est-à-dire que déjà, rien qu'à l'entretien, elles doivent avoir ce bagage-là et elles doivent être disponibles en fonction de leur niveau d'allemand, de pouvoir aussi suivre ce module obligatoire. Si elles ne le suivent pas, après, elles sont rayées de la carte, quoi. Elles n'ont plus le droit d'enseigner dans nos cours. Donc ça, c'est très contraignant. Ouais. C'est très, très contraignant. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai que si on veut parler de la qualité d'enseignement, c'est clair que on est obligé d'avoir des critères assez hauts, tout en sachant que même quelqu'un qui a une formation d'enseignante devra de toute façon suivre une formation chez Flamme. Parce que chez Flamme, on a notre propre méthode pédagogique. C'est une méthode pédagogique qu'on a créée au fil du temps et qui est basée sur les sons et la différence de prononciation de l'allemand français. Essentiel. Voilà. Donc, on a créé notre propre méthode pédagogique. On essaye depuis des années d'éditer ce qu'on a produit, aussi bien pour le niveau maternel que le niveau primaire. Et puis, c'est un long combat parce que c'est très difficile de trouver des éditeurs qui veulent éditer ce genre de manuel. C'est plus un guide on appelle ça des guides d'enseignement. Parce que chez nous, les personnes ont une trame, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs, en fonction de l'âge des enfants et des classes, des objectifs à atteindre en fin d'année. Mais après, l'enseignante est libre de construire son cours. C'est pour ça, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathilde, je pense que c'est pour ça que les enseignantes ont du plaisir à travailler pour Flamme, parce qu'elles peuvent mettre leur petite touche finale. Elles peuvent elles-mêmes composer leur cours. Bien que bon, il y a une structure, il y a des rituels dans la structure d'une leçon. Oui, bien sûr. Mais je sais pas ce que Est-ce que Mathilde, tu veux raconter le déroulement d'une de tes classes? Oui, avec plaisir. Et effectivement, le fait d'avoir une base, mais de toujours travailler autour de cette base, pour moi, ça a été un vrai plus, parce que déjà, quand j'étais petite, j'aimais pas qu'on me force à apprendre quelque chose. Et ça, c'était quand je suis venue donner des cours à Flamme, j'ai pris conscience que chaque enfant avait son niveau, son besoin de découvrir des activités différentes. Et pour moi, c'était de lui donner envie. Donc, j'essaye de trouver un thème en fait commun à toute la classe que je vais développer au fur et à mesure sur 1, 2, voire 3 cours. Et dans ce thème-là, je vais intégrer parfois les sons, en général c'est même tout le temps les sons qui sont au centre de mon cours, mais je vais tourner autour de, par exemple, je leur ai fait apprendre le son ñ, qui n'est quand même vraiment pas facile pour des enfants qui parlent qui parlent suisse allemand et allemand à l'école. Et autour de ce thème-là, on a travaillé autour d'un cygne qui se peigne, qui fait son chignon, et trouver un vocabulaire autour du cygne n'était pas vraiment facile au départ, mais au final, on a trouvé plein de choses avec les enfants. Eux m'ont beaucoup apporté. Moi, je leur apporte aussi d'autres vocabulaires. Donc, vous construisez ensemble On construit ensemble, en fait, le cours. Et puis, le deuxième cours, je vais plutôt apporter, en fait, tout ce qui est un peu plus théorique. Donc, ce qui est moins drôle pour eux. Mais finalement, tout ça sous une forme de jeu. En ce moment, surtout avec le confinement,
confinement, j'ai créé en fait un jeu de loi en ligne où les enfants lancent un dé chez eux et donc ils me donnent le chiffre qu'ils ont fait et alors je déplace en fait mon petit pion sur mon ordinateur. Ils doivent me dire par exemple 3 mots avec le son gne ou 3 mots avec le son on ou donnez-moi les jours de la semaine ou quels sont les pays que tu as visités. Et ça, je me suis rendu compte que du moment où c'est d'une forme ludique, ils adorent. Ils sont trop contents et ils me redemandent « Mais pourquoi ? Mais on a fini le jeu de loi la semaine dernière et ils veulent refaire le même jeu de loi. » Donc c'est assez rigolo parce que finalement, en fait, ça les captive alors que au départ, apprendre le son GN, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus sympa, quoi. C'est bien que tu parles du côté ludique. Moi aussi, mes enfants, ils rentraient en se disant que leur enseignant était très bienveillant. Ils s'accrochaient vraiment. On a eu Magali, Marie, je peux citer, mais toi, Mathilde, c'était vraiment, ils sentaient une vraie connexion dans ce groupe. Si on sent en fait que les enfants ont envie, pour moi, on a fait la moitié du travail. Si je sens qu'ils traînent en essayant d'écrire un mot, mais que ça leur dit rien, j'arrête carrément l'exercice et je leur dis bon, on fait une autre activité. On va jouer au pendu, on va jouer, genre, on va chercher à faire autre chose. Plus je vais les forcer à rentrer dans un exercice, moins ils enregistreront quoi que ce soit. Et j'en suis la preuve vivante, c'est que j'aimais pas qu'on me force à apprendre quelque chose. On apprend naturellement en fait. Exactement, on apprend naturellement. Bon contexte. Mais je voudrais revenir sur la période de lockdown, qui j'espère touche à sa fin là. Voilà. Quelle solution vous avez proposée et puis quelle a été la législation pour vous du coup, parce que ces écoles suisses, comment elles ont réagi? Alors à ce niveau, comme pratiquement beaucoup de secteurs de l'économie, on a été informés très tardivement. Bon, le premier confinement, tout était fermé, même les écoles. Donc, comme c'était nouveau, personne ne savait trop comment s'y prendre. Et aussi pour des protections, nous n'avons pas donné de cours. Nous n'avons pas donné de cours et nous avons même remboursé les parents en partie des collages. Donc ça, c'est un point qui est important de souligner parce que faut pas oublier qu'il y a des endroits, des communes, je parle de Hort ou de garderies, qui eux, même pendant le premier confinement, ont fermé, mais ne remboursaient personne. Et ça, je pense qu'il faut quand même le souligner. En plus, ils ont d'autres moyens que les nôtres. Mais enfin, ça, c'était notre choix. Nous avons décidé de rembourser donc une partie des collages des parents. Et nous avons subi, depuis le 17 décembre de l'année dernière, nous avons l'interdiction d'enseigner dans les écoles publiques. Bien que les enfants continuent à l'école. Je parle du niveau primaire. Alors, la raison qu'on nous a donnée, c'est qu'il faut éviter les déplacements et les mouvements de personnes étrangères dans les bâtiments. Donc, voilà. Donc, c'était personnellement, moi qui prône l'intégration, qui suis depuis plus de 35 ans à Zurich, qui ai toujours pensé que Zurich était vraiment l'exemple parfait de l'intégration. Je dois dire que là, j'ai pris une grande claque parce que d'un côté, on nous donne d'énormes critères très stricts à remplir, non seulement dans les critères d'embauche, mais en plus pour les salles de classe, puisque on ne les a pas, le renouvellement se fait pas automatiquement. Là, je me suis dit, eh bien, ils sont bien contents qu'on soit plus là, qu'on soit plus là en présentiel. Et tout de suite, ce qu'on a entamé comme procédure, il fallait trouver un petit peu une faille, c'est qu'en fin de compte, les activités culturelles pour les enfants peuvent toujours avoir lieu. Donc nous avons, à titre privé, trouvé des endroits que nous louons à nos frais pour notamment pouvoir enseigner au niveau maternel. Au niveau primaire, tous nos cours sont donnés à distance. Ils ont l'habitude, les enfants. Oui. Après, il y a quelques petites classes de 3-4 élèves en cours privé. C'est pas des cours privés, mais ils viennent à l'atelier. Ils sont que 3 enfants, donc l'atelier Flamme qui est à Zurich. Voilà, on peut continuer à donner notre enseignement. Et donc, malheureusement, on a quand même 34 classes, dont 12 maternelles. Et à ce jour, j'ai pas pu louer de salle à tous les endroits. J'ai pas pu trouver de salle partout. Pourquoi ? Parce que les communes
se réfèrent aux directives cantonales en disant qu'elles n'ont pas droit de louer pendant le coronavirus les salles, par exemple, d'un centre culturel ou une salle qui appartient à la commune. Ils refusent catégoriquement de nous la louer, même si on veut payer. Donc ça, c'est un peu un obstacle. Mais bon, on continue quand même nos recherches puisque là, on avait donc l'interdiction d'enseigner depuis le 17 décembre jusqu'à fin février. Et bien sûr, on nous a annoncé de nouveau très tardivement. C'est l'urgence, en Voilà. fait, cette situation. Jeudi soir, on nous a dit, ben voilà, en fin de compte, c'est prolongé. Pour l'instant, je reste patiente. Bon, et puis Mathilde, tu es chargée de la communication, tu nous informeras. Oui, j'informe en général ça reprend. sur Facebook et sur les réseaux, oui, de manière à ce que tout le monde soit au courant, mais on prévient aussi les parents par mail plus directement. Mais c'est vrai que c'est une gymnastique aussi de faire des cours. Oui, il y a des associations qui ont Zoom. abandonné l'idée, qui se mettent en pause totale. Ouais, et je trouve que ça c'est vraiment dommage pour les enfants parce que parfois, je me rends compte aussi qu'il y a des enfants qui progressent beaucoup quand ils sont à distance parce qu'il y a moins de timidité, parce que les parents se rendent compte que les enfants s'expriment pas si bien que ça en français, donc ils vont pousser un petit peu plus le français à la maison. Donc finalement, j'ai découvert aussi le côté positif des cours à distance, mais pour nous professeurs, c'est aussi une sacrée gymnastique. Et c'est vrai que pour les enfants qui sont un peu plus grands, c'est plus facile, mais pour les maternelles et primaires, enfin première primaire, c'est quand même, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être un peu un clown derrière un écran à essayer de les faire réagir, mais c'est très agréable. Bravo à tous les profs, hein, vraiment, en général, cette période. Oui, vraiment, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe pédagogique qui se donne vraiment de la peine, soit pour faire des petites vidéos, soit pour faire ce qu'elles peuvent pour ces cours à distance. Le souci majeur dans les cours à distance, c'est quand même, en fonction de l'âge des enfants, c'est la discipline face à un écran. C'est vrai que c'est pas évident. On a tendance à faire des petites manipulations. Et donc, on a dû éditer comme on fait chaque année quand une classe débute, on explique les règles de la classe, parce que comme on est invité dans les écoles et qu'on voudrait qu'on continue à nous accueillir, on explique bien aux enfants qu'il faut pas, voilà, il faut faire attention. Oui, bien sûr. Voilà. Je et crois ça, qu'il y a pas de pas mal souci. qui ont l'habitude déjà. Oui. Et ça donc, ils l'apprennent en tout cas. Voilà. Et la même chose, on a dû faire la même chose grâce à une initiative d'une enseignante qui a édicté des règles comme ça pour les cours à distance, d'ailleurs fortement appréciées. Donc on s'adapte, ça c'est clair. Et notre but, c'est de continuer donc à chercher des salles et de louer des salles même si ces salles ne seront pas occupées. C'est-à-dire ça va être notre prochain objectif chez Flamme, c'est qu'on voudrait à chaque lieu d'enseignement avoir une salle qu'on puisse avoir, entre guillemets, en réserve. Alors, c'est clair que ça implique notre budget, mais on veut éviter de revivre ce qu'on vit actuellement parce que, voilà, d'être un peu plus indépendant. Et puis surtout, je ne sais pas si d'abord ça perdure. Moi, j'espère que vraiment le 15 mars, on va pouvoir reprendre en présentiel. Parce que ce n'est pas du tout. Alors les cours à distance pour le podcast va sortir fin mars. Alors on ne saura déjà. On espère que d'ici là. Parce que c'est pas du tout la même chose. Bon, si en primaire ça se passe plus ou moins bien, au niveau maternel, des petits enfants de 4 ans et demi, 5 ans et demi. Moi, je voudrais bien savoir comment mes collègues des autres cours LCO font pour enseigner à des enfants 4 ans, 4 ans et demi devant un ordinateur. Déjà, c'est le pas lien évident. social, je pense c'est pas que c'est évident. Déjà Et le lien social, Et le lien social. Parce que justement, ce qui fait aussi la force de nos cours, c'est qu'il y a ce dynamisme de groupe. Les enfants, justement, voient qu'il y a d'autres enfants qui sont dans la même constellation. Et puis, il y a un dynamisme de groupe qui se fait, qu'il n'y a pas si vous faites des cours privés ou même, voilà. Les amitiés, moi, je vois beaucoup de cours Zoom. Au départ, je faisais 15 minutes par enfant. Alors, c'était fatigant, on va dire, pour tout le monde. Mais maintenant, je me rends compte que les enfants me demandent, en fait, de se retrouver en groupe pour pouvoir se voir, pour pouvoir parler. Et parfois, à la fin du cours, je leur laisse 5 minutes en disant si vous voulez discuter entre vous. Et je sens vraiment que ça leur manque énormément de pas retrouver leurs petits copains qui sont pas spécialement dans la même école qu'eux, mais qui ont besoin, en fait, de partager ce côté un peu français qu'ils retrouvent que chez Flamme, finalement. Je voudrais bien rebondir sur cette note positive et en fait vous poser la question de l'essence et les valeurs de Flamme, le rapport à la francophonie dont on a parlé. Tu as parlé de la fidélité de certaines personnes qui sont là depuis 20 ans.
Voilà, on y trouve son compte, mais ces personnes-là, elles sont aussi portées par ces valeurs de francophonie. Est-ce que vous avez un avis sur voilà le développement du français? Est-ce que vraiment c'est une mission? Comment vous sentez ça? Un plus, quelque chose qu'on ne doit pas abandonner, une fierté? Pour moi, je me suis rendu compte que c'était une fierté ici. C'est-à-dire que quand j'étais en France, enfin, je suis française et j'ai très peu d'origine et j'en étais presque gênée quand j'étais plus jeune. Et quand je suis arrivée ici, c'était vraiment ce truc de tu es vraiment juste française, et c'était assez drôle de voir cette fierté d'être vraiment française et d'apporter ces valeurs-là chez Flamme. Et je pense que c'est un petit peu chaque enseignante qui a retrouvé ça chez Flamme. Flamme, ça encourage les enfants, mais il y a cette convivialité, il y a cette envie de vouloir faire progresser les enfants dans ce qu'on a vécu, enfin dans la culture générale, dans l'histoire de l'art, dans toutes ces thèmes. Ces choses typiquement francophones en tout cas. Quand Exactement. tu parles d'art, Exactement. c'est pas le même art qu'on apprend dans les écoles suisses. Et même, je pense à la nourriture, je pense aux petits plats, enfin aux crêpes. Enfin, je me suis retrouvée à faire parfois des crêpes pour l'anniversaire de mon fils l'année dernière, et on m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça, parce qu'elles étaient trop fines. Et en fait, les Suisses allemands mangent plutôt des pancakes que des crêpes, et donc je me voilà à faire un espèce de discours sur la crêpe bretonne. Alors c'était très drôle et j'étais ravie de pouvoir le faire, par exemple pour l'anniversaire de Rose l'année dernière, où on a fait carrément un petit goûter crêpes, et alors là pour le coup tout le monde connaissait dans le groupe les crêpes, et elles étaient ravies que t'en aies fait pour tout le monde. Avec grand plaisir. C'était tellement bon, et vraiment je trouve que cet engouement francophone de la nourriture, de l'art, de la culture, c'est un peu propre à la France. Il y a pas beaucoup sûrement qu'il y en a il y a beaucoup de valeurs suisses, mais oui, l'approche est différente. L'approche est différente. Et puis nous, on les met en valeur, et ça a une vraie valeur dans un pays étranger. Ça, j'ai remarqué ça depuis que j'habite à l'étranger. Avant, évidemment, je voyais pas du tout, je voyais pas ce que la France pouvait apporter, en fait, de plus. Alors qu'il y a vraiment un gros plus. Et toi, Sylvie, tu te sens un peu militante pour la francophonie, parce que tu proposes? Bon, moi, j'ai arrêté de me battre. Dans le sens positif. Dans ce sens propre du terme, je pense que, avant tout, c'est l'amour d'une langue. C'est quelque chose qui est inné, qui est très propre, c'est très personnel. Moi, je peux parler que de moi. Je vois que c'est quand même ça qui me motive, qui me fait vibrer, c'est de pouvoir transmettre cet amour pour une langue, découvrir aussi d'autres cultures autour de la langue française, qui n'est pas seulement par rapport à la France. Moi, j'ai la double nationalité, bien que je sois originaire donc de France, mais je défends ces valeurs-là, ces valeurs linguistiques qui font que chaque culture, même si on parle de français dans différents pays, c'est important de savoir qu'on parle de français en dehors, par exemple, de la Suisse ou de la France, que c'est une langue qui est très riche, c'est une langue qui, j'espère, continuera à être ouverte sur d'autres langues. Après, en Suisse, je me sens à l'aise en tant que Suisse et puis française. Et en France, je crois d'être en Suisse et de promouvoir ces cours ici à Zurich. Je pense que les gens sont un petit peu étonnés. Ils se disent mais tiens, c'est bizarre. C'est un plus pour eux. C'est un plus parce que ici, par exemple à Zurich, même les personnes qui travaillent chez Flamme parlent plusieurs langues de toute façon. Souvent, il y a des couples mixtes. Et souvent, on vient en France. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'observe que beaucoup de personnes arrivent en Suisse pour des histoires de cœur, par amour, parce qu'elles ont rencontré une personne et elles veulent vivre quelque chose aussi ici en Suisse. Et c'est vrai que ici, on en a l'allemand, le suisse allemand, et d'avoir une langue un petit peu plus chantante, qui touche vraiment, je pense qu'elle touche vraiment les cœurs, ça fait du bien. Après, il faut savoir que sur Zurich, les gens sont très, très francophiles. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance d'avoir aussi des Suisses allemands qui sont très ouverts aux Français. Je dis toujours à 100 km d'ici, on parle français. Oui. Donc,
Oui, et puis c'est pas dérangeant de parler français ici. C'est-à-dire que moi, au départ, je voulais vraiment m'intégrer tout de suite, donc j'ai pris des cours d'allemand en me disant je vais très vite parler allemand. C'est un bon réflexe. Et oui, puis j'avais aussi envie de m'intégrer, de me sentir intégrée. Après, j'ai un peu dégusté avec le suisse allemand, mais que je comprends un peu mieux maintenant. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée au marché la première fois, je me suis dit mais jamais j'arriverai à faire le parallèle, ça ne marchera jamais. Maintenant, beaucoup plus. Et je trouve que les Suisses sont contents de se dire, alors plutôt la génération un peu plus âgée, la génération de mes parents, sont contents de me parler en français. La génération plus jeune, mon petit voisin, il va plus tendance à me parler en anglais. Mais je trouve qu'il y a ce truc de, oui, tu peux parler français, on fait tous ensemble. Je vais habiter vers chez toi. Oui. Ils sont ils sont plus francophiles. Oui, ils ont plus, mais disons qu'ils disent je parle pas très bien français, alors que c'est à nous de nous excuser de pas. Et c'est ça, moi je m'excuse toujours, mais ils sont contents de voir que je fais l'effort et donc ils me disent que je parle très bien allemand, je rigole beaucoup, mais voilà. J'en suis sûre. Est-ce que tu as déjà pensé à étendre les cours de flammes dans le reste de la Suisse alémanique? Alors je suis très sollicitée, ça date pas d'aujourd'hui, c'est une question de temps. Parce que de créer des cours, c'est d'abord beaucoup d'engagement. Moi, j'ai commencé chez Flamme les 5 premières années. Je faisais ça à titre vraiment bénévole. J'ai commencé par la comptabilité de Flamme en 2002, avant d'être présidente de la nouvelle association de 2005. Et ça demande beaucoup d'investissement. Après, il y a quand même des cours Flamme qui existent à Bâle. Oui. Il y a un groupe. C'est vrai que j'ai été sollicitée pour le Zug aussi. J'ai été sollicitée pour, je crois, Lucerne qui voulait ouvrir aussi des cours. Alors moi, si on veut me demander des conseils, si on veut me demander un petit peu comment faire, je veux très bien orienter les personnes, mais je travaille aussi à côté et c'est vraiment une question de temps. Oui, évidemment. Oui, c'est beaucoup de logistique. Oui, c'est beaucoup de logistique. Déjà, faut pas oublier, on a quand même, cette année un petit peu moins d'enfants. Mais entre 250 et 300 élèves, c'est quand même 34 classes. C'est beau. C'est déjà pas mal à gérer. Voilà. Toujours en partant du principe, on continue quand on a du plaisir. Le jour où j'aurai plus de plaisir, j'arrêterai. Mais c'est pas demain la veille. Oui. En plus, j'ai des gens autour de moi qui m'aident vraiment, beaucoup. Et il y a une très bonne ambiance chez nous. Je veux dire, c'est bon enfant quand même. Il y a une structure. C'est un peu comme dans les cours, il y a une structure qui est importante. Les enfants, ils ont besoin d'avoir une structure, ils ont besoin d'avoir des rituels, mais il y a un espace où on peut bouger. Et c'est vraiment important. Pour moi, c'est toujours fascinant de rencontrer des gens qui mènent des associations et qui travaillent énormément et de voir quelle satisfaction ils en tirent. Alors qu'on dirait que vraiment, pour moi, c'est du don d'eux-mêmes pur et de voir que quand même ils en tirent cette satisfaction, c'est fascinant. On va passer aux questions plus privées. Sylvie, on continue avec toi et Mathilde, on passe à toi après. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton arrivée en Suisse? Donc, quel était ton background familial, les études et comment tu es arrivée? Alors, écoute, moi, je suis issue d'une fratrie de 7 enfants. Je suis numéro 5 et je suis venue en Suisse grâce à une fin d'études que j'ai faite à Cambridge, en Angleterre. J'ai rencontré mon premier mari. Et donc, c'est lui qui m'a fait venir en Suisse. Alors, à l'époque, c'était très, très, très compliqué. C'était pas du tout comme maintenant. Il fallait un permis. Donc, après 1 an et demi de va-et-vient entre Zurich et Paris, tous les 15 jours dans le train, on a décidé de se marier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Je travaillais pour une société de champagne, que je nommerai pas, mais à l'époque. Puis après, j'ai fait une formation d'experte en assurance maladie à Lausanne. Et j'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'assurance maladie. Donc, tu travailles encore? J'ai une coupure et maintenant j'ai de nouveaux mandats puisque j'ai développé une entreprise. Je suis auto-entrepreneuse et je vais aussi intégrer une école primaire suisse au mois d'avril. 1er avril et ce ne sera pas un poisson, j'espère. Voilà. Intéressant. En gros, c'est comme ça que je suis arrivée donc en Suisse. Voilà. Très bien. Et j'y suis restée parce qu'au début, je m'étais dit, je vais rester 2-3 ans. Je pense que tout le monde se pose la même question. Exactement. On dit, je vais essayer 2-3 ans et si ça va pas, je repars. Puis en fait, quand on reste... Alors, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a accroché et qui a fait que t'es restée?
Alors bien sûr, moi, je suis polyglotte, donc ce qui m'intéresse, j'ai appris en 6 mois, j'ai appris l'italien, l'allemand et suisse-allemand, voilà, parce que voilà. Je me suis dit, pour être intégré, il faut parler l'allemand et le suisse-allemand. Alors là, c'est le Quoi, c'est aller tout seul en 6 mois? Mais c'est pas vrai. Le suisse-allemand, ce qui est bien avec le suisse-allemand, c'est que oui, si on n'a pas peur de parler, voilà. on peut faire plein de fautes, c'est pas grave. Et je vois que ici, quand ils savent que quelqu'un vient de la France, qui parle allemand, en plus suisse-allemand, alors là déjà, respect, chapeau. Et puis je crois que c'est le grand souci de toutes les langues étrangères, c'est qu'on a peur de faire des fautes. Et une fois qu'on a enlevé cette peur, on se jette à l'eau, ben on voit avec les enfants. Ah, je veux dire, les enfants viennent dans nos cours. Il y a des germanismes, hein, des fois, voilà. T'es fâché sur moi, par exemple. Ah oui. Plein d'expressions comme ça. Ben voilà, c'est chou. Tu viens avec. Oui. Je trouve que ça, c'est important de se sentir intégré avec, grâce aussi à une langue. Parce que communiquer, ça va tout se faire comprendre, c'est déterminant. Comme tu disais tout à l'heure, tu vas sur le marché, si tu n'arrives pas, voilà, tu peux faire des signes, quoi. Mais bon, c'est pas. Voilà. Ça doit être un apprentissage pratique, la langue. Tout à fait. Alors donc, tu as dit que tu es resté, que ça t'a plu, etc. Mais les difficultés, bon, à part celles administratives, est-ce que tu en as aussi rencontrées? Ah oui, au début, moi quand je suis arrivée, je me suis dit mais je me sens complètement isolée, et donc c'était grâce à l'Église catholique française que j'avais vu à l'époque une annonce dans un journal gratuit qui s'appelait le Tagblatt de Zurich, et puis je me suis dit ah tiens, il y a des Français ici, on parle français du moins. J'ai pris contact avec cette église et j'ai rencontré d'autres francophones. Il n'y avait pas autant d'associations que maintenant. Oui, voilà. Ah, ça s'est beaucoup développé. Et ça s'est quand même beaucoup développé au début, voilà. Mais bon, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, et je pense. Puis il n'y avait pas non plus, surtout tous les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui. Oui, voilà. Ça, on c'est est sur super. Internet, on tape un truc, et ça y est, hop, francophone Zurich, là vous trouvez plein de choses. À l'époque, c'était différent. Ça avait son charme aussi. Quel conseil tu te donnerais si tu te croisais à cette époque-là? Je pense que je me laisserais surprendre. D'abord, il y a être ouverte par rapport donc à mes origines linguistiques. D'abord, avant tout, s'intégrer. Je pense que c'était aussi la première chose que j'avais en vue, parce que je ne supporte pas de pas comprendre ce que les autres peuvent dire de moi ou peuvent dire. Et ça, c'était important pour moi. Je suis très curieuse comme personne, donc voilà. Ça, c'est une bonne motivation. Voilà. Donc, c'est pas un conseil. Je pense qu'il faut se laisser porter. Il faut surtout écouter sa petite voix. On a quand même un 6e sens qui est là. On l'oublie parce que tout de suite, il y a notre mental là, qui vient puis qui nous rappelle. Ah, mais non, tu peux pas faire ça parce que. Mais souvent, on a une bonne intuition. Il faut la suivre parce que c'est rare si on se trompe. Et souvent, des fois, même on revient en arrière, on dit, mais tiens, ça, dès le départ, je le savais, mais non, j'ai quand même voulu expérimenter. Ça me parle. Voilà. Mais la vie, c'est comme un océan, hein. Il y a des vagues, il y a des marées hautes, des marées basses. On est là, on est venu ici pour expérimenter les choses. Donc, je dis, oui. Intéressant. Soyez ouverts à l'expérimentation. Et donc, sur une de ces vagues, tu as rencontré Mathilde. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'est passé? On s'est rencontrés grâce à Dominique Constantin, que moi j'ai rencontré grâce au Petit Lutin. Mon fils allait là-bas, et j'aidais aussi Dominique de temps à autre à m'occuper des enfants, mais c'était vraiment par à-coup. Et Dominique m'a dit, je pense que Sylvie cherche quelqu'un, une enseignante très rapidement, et elle m'a permis de la rencontrer assez vite. Et c'est vrai que en fait, j'avais besoin de la confiance que Sylvie m'a donnée. Je crois que j'avais besoin qu'on me dise, je crois en toi, je te laisse faire, et puis tu vas y arriver. Et au départ, je me suis dit, c'est pas possible, je viens d'arriver, je sais pas. Et j'avais enseigné, en fait, peu de temps avant, mais pour des élèves qui étaient beaucoup plus grands, qui avaient une vingtaine d'années. Donc me remettre en fait dans le bain des enfants, déjà m'a beaucoup aidé, et surtout m'a encouragée. Je me sens plus à l'aise avec des enfants qu'avec des adultes, évidemment, et puis surtout les enfants c'est direct. Donc très vite, on comprend très vite en fait le ton qu'on va prendre pendant un cours, et donc voilà, vraiment pour moi c'est important de souligner que Sylvie et Dominique m'ont donné la confiance dont j'avais besoin à cette période-là. Et c'est vrai que quand on arrive dans un pays, on n'a plus de repères.
Plus du tout, plus aucun. Parce que j'allais dire, t'as un parcours, on va en parler, t'as un passé aussi très très riche et diversifié. Ouais. Et c'est intéressant de savoir qu'on a encore besoin de validation, quel que soit l'âge. Ouais. Et voilà, de dénicheuses de talent, de gens qui te permettent. Oui, juste de croire en nous et de se dire on la laisse faire. De toute manière, elles auraient eu un retour assez rapidement. Mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a permis de me dire ça me fait du bien que quelqu'un croit en moi dans ce nouveau monde, en fait. Merci Mathilde. Ce que tu viens de dire, c'est en fin de compte important, c'est que chaque personne puisse rallumer son potentiel inné. Ça, c'est important. Enfin, moi, c'est ce qui me fascine dans toutes les rencontres. Chaque enseignante est différente. Et vraiment, de pouvoir rallumer ce potentiel inné parce qu'il est là. Et c'est ce que tu disais. Tu redécouvres des choses où peut-être tu t'étonnes toi-même, tu te dis, mais j'aurais été jamais capable. Mais si, il est déjà en toi. Et de rallumer, c'est important. Ouais. Et ça, on peut le faire que dans le contact. C'est ça. Le faut contact sortir de chez soi. Voilà, faut sortir de que chez de soi. l'humain. Ouais, Exactement. C'est que ça. Et oser, voilà, oser. Absolument. Ça, Bon, c'est ça, vrai. tu vois, C'est voilà le conseil. C'est ça le conseil, c'est d'oser, c'est vrai. De pas se mettre de barrière et se dire non, je suis pas capable, je vais pas pouvoir le faire. Et je suis la première à pouvoir le dire. Je râle assez pour ça, mais je pense que c'est vraiment important de se dire, en fait, je risque rien. Enfin, je suis nouvelle ici. Finalement, personne me connaît, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas tenter quelque chose. La page est blanche. La page est blanche, exactement. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours d'avant Ouais, c'est assez particulier parce que j'ai vraiment un parcours hétéroclite, c'est-à-dire que déjà je suis bourguignonne, on va dire pure souche. Comme je le disais, j'étais un peu gênée de n'avoir que des origines bourguignonnes quand j'étais plus jeune. Très vite, en fait, j'ai été sportive de haut niveau en escrime. Donc j'ai fait un sport-études en bac littéraire, option art plastique en fait en première terminale, sport-études escrime. Donc je m'étais déjà mis en fait des petits challenges pas mal déjà à 17-18 ans, mais pour moi c'était pas impossible. Pour moi j'avais besoin de le faire, c'était un moment où il fallait que je puisse accomplir et mon sport et puis poursuivre ces études qui allaient me permettre de m'aider par la suite. Donc ça a été difficile, mais j'ai eu mon bac littéraire et puis après, assez bizarrement, je savais pas vraiment ce que je voulais faire et j'ai fait 2 ans de beaux-arts, donc à Dijon, où là, je me suis découvert. J'ai découvert et l'effervescence et la créativité qui peut se dérouler en fait dans une école comme les Beaux-Arts, où pour le coup il y avait vraiment pas de base, tout était libre. On était là pour venir s'enrichir et ça c'était pour moi c'était plus une obligation d'aller à l'école, c'était un plaisir. Donc vraiment j'ai changé en fait ma façon de voir l'école et suite à un stage aux Inrecuptibles, donc un magazine parisien et français de musique, j'ai décidé en fait de changer de cursus et de faire pas de l'art plastique mais de faire de l'art du design graphique. Et donc j'ai changé d'école et là j'ai fait 5 ans en fait d'école à Paris. Donc j'ai un peu quitté mon petit monde dijonnais qui m'entourait depuis 20 ans et je suis partie un petit peu toute seule à Paris découvrir et Paris et le design graphique et le monde parisien, ce qui m'a tellement plu, je me sentais tellement plus heureuse finalement. Il y avait vraiment en fait, c'est encore une fois une effervescence parisienne qui me disait tu n'es plus une personne qu'on regarde, finalement t'es mélangée dans la foule. Et ça me faisait beaucoup de bien parce que j'étais plus le centre en fait au cœur de Dijon. Et ça c'était très bizarre, mais ça m'a fait énormément de bien. L'anonymat, le fait de... L'anonymat, exactement. Le fait de ne plus être une personne en fait à part entière et de devoir prouver quelque chose, finalement, ça m'a fait vraiment, ça m'a libérée. Et suite à ça, j'ai rencontré mon mari. Donc après mes 5 ans de design graphique, je voulais faire du design graphique et surtout, je voulais faire de l'intérêt public. Je voulais travailler pour Greenpeace. Mon diplôme était tourné sur la surconsommation, sur le développement durable. Donc c'était très important pour moi de faire un métier qui me plaisait. Et l'offre et la demande étaient complètement différentes et je n'ai pas du tout fait ça. J'ai travaillé en fait comme directrice artistique dans la publicité pour des grandes marques de luxe. Et en fait, ça m'a énormément plu. Et c'était très drôle parce que ce n'était
j'étais pas du tout dévouée pour ça, mais le côté peut-être paillettes, mais surtout d'être derrière les paillettes, c'est-à-dire de créer une image, mais d'être derrière l'image qui se crée, m'intéressait énormément. Et puis aussi l'ouverture d'esprit, le fait de travailler avec des photographes exceptionnels. Enfin, il y avait vraiment en fait tout un truc qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai fait ça assez longtemps, dont 5 ans en fait pour L'Oréal Paris. Et après en fait j'ai eu 2 enfants très très rapprochés. Et là il y a eu comme un déclic dans ma tête où je me suis dit il faut qu'on parte de Paris. Paris c'est fini, la Paris, campagne. C'est fini, ouais. Et je suis partie de Paris vraiment sur un coup de tête en 3 mois en fait. On est parti et j'ai accouché en fait à Lyon. D'accord. Mon mari a trouvé un travail à Lyon. Moi j'ai remonté ma boîte en freelance tout en m'occupant de mes enfants. Et c'est là, en fait, où finalement, j'ai retrouvé ce petit feeling que j'avais parce que j'avais passé mon monitorat pour enseigner, en fait, l'escrime à des enfants. Mais il y a peut-être genre 15 ans avant. Et là, en fait, je me suis dit, c'est les enfants qui me font du bien. C'est une source énorme pour moi. Donc j'ai développé en fait, j'ai refait la communication visuelle de la crèche dans laquelle étaient mes enfants. Enfin j'ai proposé mon projet à la mairie de Lyon. Enfin c'était une démarche en fait différente de ce que j'avais fait au départ. Et à la fin, avant de partir à Winterthur, je donnais des cours en fait de direction artistique et je faisais des workshops pour une école qui s'appelle Sub de Pub, qui est assez connue. Mais voilà, à Lyon en tout cas, je leur donnais des workshops à des étudiants et c'était très très enrichissant pour moi parce que je me rendais compte qu'ils étaient contents que je leur raconte et de l'histoire de l'art et leur expliquer comment préparer une maquette, enfin le métier de directeur artistique et vraiment ça m'a fait énormément de bien. Et en arrivant ici, c'était un autre monde en fait, j'étais complètement un vrai choc, vraiment pour le coup. Parce que t'es quelqu'un de moderne, de très active. Ouais, j'ai vraiment j'ai pris une claque, on va dire, sur la mode, hein. On peut pas dire que Winterthur ça soit la capitale de la mode. je les aime énormément, mais c'est vrai que ça m'a mis en fait, j'ai tout de suite voulu m'intégrer en disant "Oh, mais je veux être suisse" et tout ça, et puis j'ai une copine qui m'a dit "Mais t'y arriveras jamais, en fait, ça marchera jamais, t'as vu comme t'es habillée." Alors j'ai dit oui, mais c'est vrai que mais je me suis pas démontée et je me suis dit on va créer en fait je vais juste créer mon monde et je crois que c'est ce qui me plaît dans la Suisse, c'est qu'en fait on est indépendant, on fait ce qu'on veut et en même temps personne nous reproche quoi que ce soit. C'est un peu cet anonymat parisien de dire tu mènes ta vie comme tu l'entends. Voilà, crois en toi. Enfin, c'est juste donc voilà, c'était. Et puis tu reçois ce que tu sèmes. Exactement. Et franchement, non. Pas toujours. Non, moi c'est pas spécialement ma devise préférée. Oui, non. Non, mais en tout cas... Non. Ça me rappelle une chanson de Balavoine qui dit justement on ne récolte pas toujours ce qu'on sème. C'est vrai, mais qu'on sème, semer, s'aimer, il y a aussi à 2 tranchants. Effectivement. Mais je pense que en tout cas, la communauté francophone m'a fait aussi beaucoup de bien en arrivant à Winterthur, parce que Winterthur, enfin en tout cas la Suisse, n'était pas du tout prévu à notre programme. Autant on était à Lyon, on était plutôt pas mal, mais je voulais partir plutôt à l'étranger. C'était pas quelque chose, où j'étais contre. En revanche, je pensais pas du tout partir ici, et c'était pas vraiment mon objectif. Mais quand on nous l'a proposé, mon mari a été chassé pour une grande marque suisse, donc je me suis dit c'est l'occasion. Alors que lui m'a dit mais attends, c'est quand même la Suisse allemande, ils sont rigides. Lui est franco-suisse, donc il connaissait ce monde-là. Tu m'as pas dit ça. Non, et donc c'est vrai que lui était plutôt réticent. Et moi je lui ai dit mais en fait qui ne tente rien n'a rien, on y va quoi, on va voir. Donc voilà, c'est moi qui ai un peu poussé tout le monde. Ouais, quoi. Tu vois. Donc, oui, puis il y a l'image de marque. On a vraiment la Suisse a une super bonne réputation pour les Français, forcément. Et quel autre challenge, comme tu es maman, tu as vu pour tes enfants dans l'intégration Alors, il y a tout mon engouement, c'est-à-dire mon plaisir vraiment à me dire « Ok, on est étranger, mais on va vite s'intégrer, tout va bien se passer ». Ça s'est pas vraiment passé comme ça au départ. Alors, pour Oscar, mon deuxième enfant, ça se passe exactement comme ça, c'est-à-dire qu'il est très bien intégré, et il a aucun souci. En revanche, Solvay a eu plus de mal au niveau intégration.
chose que j'avais pas très bien compris au départ. En fait, il essayait plutôt de motiver les enfants à parler français, en fait, au kindergarten, sauf que c'était un futur prof de flamme. il n'était pas du tout motivé pour apprendre l'allemand. Et maintenant qu'il a changé de prof et aussi d'école, on sent en fait une autre démarche et encore l'envie de vouloir apprendre, être autonome déjà. Ça, c'est quelque chose qui est un challenge pour moi parce qu'en fait, un enfant autonome, en France, on n'en entend pas vraiment parler, alors que ici, à 6 ans, il part à l'école tout seul. Et autant au départ, je trouvais que dans l'idée, c'était génial. Avec leur gros sac carré, qui est plus grand que... Mais alors après, quand je me suis dit, mais non, mais tu peux pas partir dans le froid tout seul à 8h moins le quart comme ça, mais non, je vais t'accompagner. Et puis, et puis je me suis bien rendu compte que j'étais la seule maman devant l'école qui emmenait son petit garçon par la main. Donc non, il y a eu plusieurs challenges. Il y en a encore, en ce moment, on est encore justement dans la phase d'intégration pour mon premier enfant. Mais d'abord, on est bien encadré et je pense que il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Donc tu as des informations? T'as l'impression que tu reçois les informations facilement? En fait, j'en ai pas facilement. J'ai l'impression que, vu que je suis curieuse, je pose des questions à tout le monde et j'appelle tout le monde. Par contre, je ressens quand même, s'il y a peut-être un point négatif, c'est que je me rends compte, en fait, que à l'école suisse-allemande, on a tendance à nous dire, vous êtes français, ça serait quand même pas mal de faire de la psychomotricité pour votre enfant. Alors ça, moi, j'avais l'impression que mes 2 enfants avaient des problèmes de psychomotricité. Je me suis rendu compte que toutes les familles françaises sont passées par là. Donc ça me rassure en fait, et en écoutant tes podcasts et aussi en parlant avec d'autres personnes, que c'est aussi cette intégration un peu genre vous êtes français, vous allez d'abord faire un peu de, j'ai plein de trucs, on m'a parlé de plein de choses, mais voilà, je suis enseignante, je connais les bases. Mes enfants ont des difficultés sur certains points, mais ils sont pas contre beaucoup de choses et encore moins faire des ronds et des petits carrés très proprement. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dur qu'on me dise ouais, mais bon. En fait, elles sont pas mal ces thérapies. Le problème, c'est le message que reçoit l'enfant. Exactement. Ouais, exactement. Alors, je vais te rassurer, Mathilde, c'est pas le fait que tu sois française d'origine. J'ai observé, parce que c'est quand même un milieu que je connais quand même pas mal au niveau de l'intégration, c'est que j'observe que énormément de familles, dès qu'il y a une langue, plusieurs langues à la maison, c'est pratiquement tous les parents passent par ce cap, c'est-à-dire que l'enfant a un comportement différent, surtout au jardin d'enfants, parce que souvent ils s'ennuient. Ce sont des enfants qui demandent peut-être plus de motivation, et le fait qu'ils soient un petit peu rêveurs, ou juste comme ça, on dit voilà, votre enfant a un problème, il va falloir qu'il voie un psychologue, puis à la fin, j'ai eu droit, ma fille aussi. Moi j'avais l'anglais à la maison, l'italien, plus à l'extérieur, je parlais français à ma fille, on avait l'anglais, l'italien, français, plus à l'extérieur. À chaque fois qu'il y avait une réunion de parents, moi je parle de ma fille va avoir 30 ans cette année, donc on était mis à part. Oui, vous vous rendez compte, c'est trop de langues dans la famille. Aujourd'hui, ça a évolué, je le dis, ça a évolué, mais ça n'empêche pas, et j'entends toujours des parents qui ont droit donc au psychologue. Et c'est vrai, ce que tu disais est vrai, c'est que pour l'enfant c'est déstabilisant parce qu'on fait faire des tests, on a l'impression que voilà, n'est pas comme les autres. Alors que l'enfant, ce qu'il veut, c'est juste être comme les autres. Il va être intégré comme les autres. Voilà. Je pense que c'est un discours surtout des profs. Moi, je me rends compte que le prof, de la façon dont il explique à Solvay les choses, il lui donne envie. Et encore une fois, c'est la même chose qu'au cours de flamme. S'il lui donne pas envie, c'était le cas au kindergarten, c'était t'y arrives pas, ça va être vraiment difficile pour toi, mon pauvre Solvay, mais tu vas y arriver peut-être un jour. Et non, en Erste-Klasse, il lui dit tu vas y arriver comme les autres, et puis il lui donne les moyens. Et c'est génial d'avoir effectivement un psychologue, une psychomotricienne qui s'occupe en fait d'eux. Après, effectivement, il y a la façon dont ils disent les choses. Et moi, mon challenge, c'est de le laisser continuer à suivre l'enseignement dans une école suisse,
et devoir aussi suivre son niveau que je n'ai pas, parce que je parle pas, là pour l'instant on est à peu près au même niveau, mais bientôt en fait il risque de me dépasser, et tant mieux, ouais. Voilà, et tant mieux, et c'est là mon challenge de me dire est-ce que je serai à la hauteur, ou parfois on me dit mais c'est pas grave, mais le fait de pas maîtriser ça m'inquiète un petit peu en fait, de me dire je pourrais pas l'aider dans le son, enfin on va dire les accents ou la façon de lire un texte, faire un exposé, tout ça c'est un peu c'est un challenge. Donc pour l'instant je dis pas non, je continue comme ça, mais c'est vrai que je regarde aussi ce qui se propose à côté. Tout ce qui est important pour moi, c'est qu'ils se sentent bien. Donc pour l'instant. Je reviens encore sur un point que tu as dit. Je ne suis que française, que bourguignonne avant. Qu'est-ce qui est pour toi dans ton ADN, dans tes valeurs proprement français? En quoi tu as l'esprit français? Tu dirais quoi? Je m'en suis rendu compte ici. Déjà que j'avais une culture de la nourriture qui était je crois que ça, c'est indéniablement quelque chose qui fait partie de mon ADN. Je pense qu'il y a toute cette culture historique, on va dire que la culture générale fait partie aussi de la France et de mon ADN. Je pense que ça fait vraiment ce petit truc en plus. Et puis quelque chose que je retrouve pas ici, c'est la mode. Ça, le style, j'avoue que j'ai un peu... c'est pas néfaste pour moi, parce que je me dis finalement j'ai quand même besoin de moins d'affaires pour me sentir mieux. En revanche, je peux pas sortir avec 4 couleurs différentes. J'ai quand même un problème par rapport aux autres. Je me dis bon, non, ça j'ai quand même une rigueur en tout cas au niveau du style qui fait que ça fait partie vraiment de... c'est une éducation, c'est une éducation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué en fait en arrivant ici, où j'ai vu. Et en même temps, quelle liberté, hein. Mais c'est ça, tout le monde fait comme il veut, c'est bien. Et je trouve ça trop bien, mais j'arrive pas à faire encore comme eux, quoi. Pas encore, mais bon, peut-être avec le masque un peu plus, mais... On te demande pas de faire comme eux. Oui, c'est ça. Non, mais je veux tellement m'intégrer que je me dis toujours, je vais faire comme eux, mais en fait, maintenant, je me rends compte que finalement, c'est plutôt eux, qui cherchent à faire comme moi. Même pas, tu vois, c'est de l'humain. Ou même pas, c'est juste de se trouver bien, dans ses baskets, c'est le cas de le dire, pour le coup. Et si tu fais des choix clairs, qu'est-ce que tu prendrais à l'esprit suisse? La rigueur, je crois. Et alors, j'aurais jamais dit ça avant, mais jamais. Vraiment, c'est quelque chose... parce que t'es une artiste. Ah, mais pas du tout. La méthode, la rigueur. J'étais vraiment réticente à ça avant. J'ai vraiment été aussi choquée quand je suis arrivée ici, d'aller au marché, de prendre des tomates et que la dame elle me dise fertique. Et je disais oui, super, allez, s'il vous plaît, je peux vous acheter les tomates? Et elle me disait fertique, quand l'heure et en fait, il était 11h02. Donc 11h02, on vend plus de tomates. Et donc je suis partie furieuse du marché en disant mais c'est pas possible, on peut pas acheter de tomates et pourtant c'est un marché. Et je suis arrivée à la Migros où on m'a dit bah oui. Donc il y a un monsieur qui m'a très gentiment parlé en français qui m'a dit non mais il est 11h02 donc on peut pas acheter de tomates. J'ai dit mais alors ça c'est incroyable. Anti-commerçant. Alors là j'étais bluffée. Non mais c'est très bien. Je suis restée bouche bée 1 minute, Vraiment, c'est parce qu'il est 11h02. Bah oui, c'est l'heure. Sinon, la police les arrête. Ah, vraiment, ça se passe comme ça chez vous. Et ça, je n'ai jamais entendu ça en France. Je le découvre sur plein d'autres sujets, mais alors le parc-mètre, si c'est 1 minute, c'est 1 minute. Et ça, vraiment, c'est bluffant. T'as aussi des anecdotes, Sylvie? Mais disons que ça me fait rire parce que c'est exactement ça. Souvent, des fois, quand je vais dans des magasins, que je vois la tête du vendeur ou de la vendeuse, c'est tout juste, il va me mettre une paire de claques parce que je suis rentrée, quoi. Je veux dire, il y a des fois, on se dit, mais est-ce qu'ils ont besoin de vendre, quoi? Je sais pas. C'est vrai que de ce côté-là, ça manque voilà, ils ont une façon d'accueillir le client. Mais bien sûr, par rapport à, tu parlais d'ADN, ben oui, l'accueil, c'est important, l'hospitalité, la convivialité, je pense que ce sont quand même des valeurs que l'on a, que la France a, ou même dans d'autres pays. Voilà, c'est plus développé, du moins. C'est cette, pas non plus cette peur je pense que, est-ce que ce sont des gens aussi qui ont peut-être peur au début, parce qu'après, une fois qu'on commence, c'est ma théorie. Il faut, si on fait le premier pas, ça va. Mais sinon, c'est vrai que c'est glaçant, quoi. Même des fois, dans des restaurants, vous voulez, bon, maintenant, ils sont fermés, donc on peut pas y aller. Mais souvent, on se dit, mais attends, on dérange, quoi.
Puis on Voilà. a vraiment l'impression d'être rebelle. Enfin, moi, par rapport à ma culture, j'ai l'impression d'être rebelle par rapport à leur façon de vivre. J'ai l'impression, en fait, d'être un peu l'Espagnol qui vient en vacances en France, qui trouve en fait plein de trucs super cool et qui va parler un peu plus fort que les autres et qu'on trouve génial finalement parce que elle est étrangère et donc on se dit c'est hyper agréable finalement le côté chantant et tout ça. Et moi j'avais vraiment l'impression d'être d'être une Espagnole en France qui vient en vacances. Et en fait plus on va leur parler, plus ils sont sympas. Mais c'est vrai que la première approche, elle est pas. Et pourtant, j'ai des amis suisses et vraiment, je tiens à dire que c'est vraiment une image parce que en vrai, les gens sont très chaleureux. Mais ce petit côté méditerranéen du bon accueil français, c'est vrai on parle du côté commerçant, quoi. Oui, ça c'est. Tout à l'heure, tu parlais d'intégration. L'intégration, c'est clair que c'est point suisse, c'est respecter les règles. Les règles qui sont valables justement pour tout le monde, parce que tout fonctionne bien, que ça soit tous les biens communs fonctionnent bien. Ça, c'est important pour eux. Mais on te demande pas de t'assimiler, ils te demandent pas à ce que tu t'assimiles à eux. Justement, ils aiment cette diversité. Et l'important, c'est de rester authentique, de s'intégrer, c'est ça, c'est comprendre les règles, savoir, ça, on n'a pas le droit. Et surtout, ce qu'ils adorent, c'est si on leur demande. Alors, si on leur demande, alors ça, ils aiment. Et en général, après, il faut demander. Parce que si on se sert tout seul, ça, ils aiment pas. C'est ce que tu disais pour les tomates. Mais si tu demandes, tu dis, écoutez, gentiment, et puis, avec ton petit charme, même avec ton petit accent, étranger, ça marche bien. C'est seulement ça. Une fois qu'on a compris ça, voilà, tout va bien. Super. C'est drôle. Ouais, c'est vrai. Plein de conseils, de sagesse. On sent aussi, l'expérience. Merci pour tous ces partages. Je finis toujours les interviews en demandant des citations ou des proverbes ou quelque chose qui vous porte. Sylvie, tu veux commencer? Oui, moi j'en ai un proverbe africain qui me porte depuis, je dois dire toujours, puisque quand j'étais enfant, je rêvais d'être missionnaire dans les pays d'Afrique. Travailler avec les enfants, c'était mon rêve. Le vœu est exaucé, plus ou moins, et mon proverbe, donc, c'est « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et puis, 2 mots que j'essaye d'épurer de mon vocabulaire, c'est « jamais » et « toujours ». Voilà. C'est intéressant. Mathilde? C'est très beau. Moi, j'en ai 2, effectivement, que j'aime beaucoup. Le premier vient de la cousine de mon mari qui habite à Winterthur et qui m'a dit « Dans la nature, chaque fleur s'ouvre quand elle le peut et pas tout au même moment ». Et en fait, je crois que depuis que je suis arrivée, cette phrase, elle me porte et vraiment, en fait, elle m'encourage. Et l'autre, c'est avoir un peu ce côté un peu féministe, que j'ai pas toujours le discours féministe, mais en tout cas, je pense que j'ai des valeurs, et en tout cas, on est ici toutes les 3 aussi pour rappeler que la femme est toujours très importante au cœur d'une vie, en général. En tout cas, elles sont drôlement actives, hein. Et voilà, elles sont actives, et donc ma phrase qui vient de Roland Barthes, qui est un philosophe que j'aime énormément, qui dit « La femme commence là où se finit l'histoire ». Et je trouve que voilà, ça résume en tout cas ce que je ressens. Merci toutes les 2, vous êtes les bienvenues à revenir sur Franzine. Merci de tous ces partages, on était contents d'en entendre plus sur Flamme. Là, s'il y a des familles que ça intéresse, qui se posaient la question, ça vaut le coup de passer la porte de Flamme et d'essayer avec votre enfant parce que ils en retirent du français mais aussi des expériences, vraiment un moment charmant où ils seront en confiance. C'est un vrai plaisir d'accueillir des nouveaux élèves en fait dans un groupe Flamme. On est toujours content de les voir arriver, qu'ils apportent leur énergie, leur curiosité, et puis surtout que eux se sentent bien en fait dans un groupe où on va parler français, où on va retrouver une bonne énergie. Je mettrai tous les liens dans la bio du podcast, donc ils pourront vous contacter. Merci Jenny. Oui, en effet, les parents Flamme sèment des graines, et peut-être qu'ils pas voir les germes pousser comme ils l'espèrent, mais plus tard, oui, ils verront que même si un enfant, peu importe la durée du passage dans les cours Flamme, ce sont vraiment des magnifiques graines qu'ils ont plantées. Je les remercie vraiment. Puis encore une fois, quand on rencontre des responsables d'associations ou des acteurs, des bénévoles, etc., on voit quel courage, quelle détermination, quel don de soi, donc j'ai déjà dit. Et pour ça, un grand coup de chapeau. Vous œuvrez pour la francophonie, donc on se rejoint un petit peu.
Merci à tous de votre écoute. Continuez de suivre Franzine. Ce podcast est fait pour vous. Il est local, associatif. Merci aussi de vos likes et commentaires. J'adore voir vos retours et ça aide aussi les personnes interviewées. Et à très bientôt.